Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. À la une cette semaine, 100 ans après, que reste-t-il de la déclaration Balfour? En 1917, le gouvernement britannique soutient l'installation des Juifs en Palestine. Quelques mots qui vont changer le cours de l'histoire. Mariés avant même d'avoir 18 ans, cela concerne près de 40% des filles en Égypte, un fléau que le gouvernement veut combattre. Et puis une rencontre en fin d'émission avec un personnage haut en couleur, Amrou Al-Kadi, drag queen qui a su marier ses origines irakiennes et son pays d'adoption, la Grande-Bretagne. Cette semaine marque donc le centenaire de la déclaration Balfour. En seulement 67 mots, elle a changé le cours de l'histoire du Moyen-Orient. Dans cette lettre, le gouvernement britannique soutient la création d'un État hébreu en Palestine. Un document célébré aujourd'hui par Israël, mais pour beaucoup, cela reste l'étincelle de l'actuel conflit israélo-palestinien. Florence Gaillard et Shirley Sidban. La Palestine au début du XXe siècle. Des centaines de milliers d'Arabes vivent sur ce territoire qui fait encore partie de l'Empire ottoman. Mais il y a aussi une minorité de Juifs en pleine croissance. Fuyant les pogroms d'Europe de l'Est, certains croient qu'un retour en Palestine, qu'ils appellent Sion, est l'avenir du peuple juif. Après des décennies de négociations, les sionistes obtiennent l'aide du gouvernement britannique. La déclaration est faite le 2 novembre 1917 par le ministre des Affaires étrangères, Lord Balfour. C'est une déclaration très importante qui a été faite il y a 100 ans. C'était vraiment une expression de solidarité, de reconnaissance et par rapport au fait que le peuple juif a le droit de s'établir, d'avoir un foyer national en Israël. En 1917, le gouvernement britannique ne pense pas qu'aux seuls intérêts du peuple juif, mais aussi aux siens. Le canal de Suez d'abord, passage stratégique au Moyen-Orient. Ensuite, Londres pense que les négociateurs juifs peuvent l'aider à gagner la Première Guerre mondiale. Les Juifs représentaient pour Londres une sorte de vaste pouvoir international. Cette idée que les Juifs pouvaient persuader le président américain Woodrow Wilson d'entrer en guerre et convaincre le gouvernement Kerensky en Russie de rester engagé dans le conflit. Mais les Britanniques font beaucoup de promesses. Aux Arabes, il faut miroiter un royaume indépendant. Aux Ottomans, des garanties pour cesser le combat. Quant aux Français, ils leur proposent de partager ce même territoire. Au final, les tensions entre Juifs et Arabes n'ont cessé d'augmenter. Un siècle plus tard, les Palestiniens demandent des excuses et des compensations financières. Pour nous, c'était la catastrophe. Cette promesse qui donne notre pays à des autres individus qui sont venus de toutes parts du monde. Et ce n'est pas seulement un complot contre le peuple palestinien, mais c'est un complot contre toute la région. Mais pour Londres, la déclaration Balfour ne va pas à l'encontre d'un État palestinien, puisqu'elle appelle à la protection des communautés non juives. Le gouvernement actuel assure même que quand les Palestiniens auront leur pays, alors la déclaration Balfour sera pleinement respectée. En seulement un mois, il est passé d'une figure d'espoir pour toute une nation au statut d'homme humilié. Massoud Barzani a dû renoncer à son poste de président du Kurdistan irakien. Le père de l'autonomie de la région a franchi une ligne rouge en convoquant un référendum d'indépendance. La réaction de Bagdad a été immédiate. Les territoires conquis par les Peshmerga repris en quelques jours. Et désormais, ces pouvoirs sont donc répartis entre plusieurs institutions. C'était une activité qui était jusqu'ici réservée aux hommes en Arabie Saoudite. Assister à des compétitions sportives dans des stades. Eh bien, l'an prochain, les Saoudiennes pourront se rendre dans 3 stades à travers le pays. Une petite révolution portée par le roi qui avait aussi décidé d'autoriser les femmes à conduire il y a déjà quelques semaines. C'est un fléau en Égypte, les mariages précoces. Selon les autorités, 40% des filles de moins de 18 ans sont mariées. Alors pour tenter de changer les mentalités, une loi est en préparation. Mais dans les campagnes, la tradition, vous allez le voir, est bien ancrée. C'est ce qu'ont constaté Nadia Blétry, Éric de la Varenne et Ossam Rabi. Negla a 15 ans. Elle sort à peine de l'enfance. Pourtant, dans quelques mois, elle devra quitter sa famille pour s'installer avec son mari. Dans son village, comme dans toutes les campagnes en Égypte, les mariages de mineurs sont très répandus. C'est normal, c'est banal d'être fiancée à mon âge. C'est le cas de toutes mes amies.
Il y a même des filles qui se sont mariées avant moi. Certaines ont même déjà des enfants alors qu'elles ont mon âge. Au début, quand on m'a demandé sa main, j'étais un peu anxieuse. J'ai refusé, mais avec la pression de tout le monde. J'ai accepté car on m'a dit « l'âge du mariage va finir par passer. Elle ne se mariera jamais. » Alors j'ai accepté. Selon l'Institut national des statistiques, 40% des Égyptiennes de moins de 18 ans seraient mariées. Les associations de défense des droits des femmes affirment de leur côté que les chiffres seraient en réalité supérieurs. La plupart du temps, les unions précoces ne sont pas déclarées. Cette pratique ancestrale s'appuie aussi sur des ressorts économiques. Elle permet de récupérer une dot et de soulager le budget de la famille. Les tantes et la mère de Negla ont toutes été mariées quand elles étaient enfants. Mon père nous a mariés les unes après les autres quand on avait 14 ans. Comme ça, les garçons ont plus de place dans la maison. Ils dorment mieux et on économise de la nourriture. Tout le monde réagit comme ça dans les villages, car la vie est dure. Un mari pense qu'on doit lui être redevable s'il épouse notre fille. En Égypte, le mariage avant l'âge de 18 ans est interdit par la loi depuis 2008. Mais des chers de village continuent à célébrer illégalement des unions de mineurs. Siem Ali est avocate dans une association de défense des droits des femmes. Elle estime que pour lutter efficacement contre ces unions précoces, il existe deux solutions. Il faut une loi très stricte qui criminalise cette pratique. Mais surtout, il faut sensibiliser les familles, car si la société n'est pas assez préparée, elle n'acceptera pas cette loi et continuera à la contourner. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Durcir la loi, mais aussi et surtout expliquer aux familles que ces mariages illégaux n'assureront pas un meilleur avenir à leurs filles. Un défi considérable alors que le pays traverse une crise économique importante. Notre invité à présent, artiste, chanteuse, acteur ou chroniqueur, Amrou Al-Kadi est tour à tour homme ou femme, homme et femme, d'origine irakienne, une enfance aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn, avant de fuir le Moyen-Orient et de se faire connaître comme drag queen à Londres, un travesti qui s'inspire aussi de ses origines. Regardez. Bonjour Amrou Al-Kadi, merci d'être avec nous en direct de Londres. Aujourd'hui, vous êtes surtout connu pour faire partie donc, de ce groupe de drag queen Denim. D'abord, comment vous êtes-vous lancé dans cette carrière ? Quand j'ai commencé mon parcours universitaire à Cambridge, pour la première fois de ma vie, je n'avais personne qui me regardait, personne qui me disait ce que je devais faire, aucune pression familiale. J'ai juste commencé à m'habiller comme mon personnage et j'ai rencontré des étudiants qui voulaient suivre le mouvement. Et c'est comme ça que Denim est né. C'était il y a 7 ans à la fac et ça ne s'est jamais arrêté depuis. Comment avez-vous ensuite réconcilié votre identité avec vos origines, celles du Moyen-Orient ? Au début, j'ai pensé qu'être travesti m'éloignerait de mes origines. Mais en fait, ce que j'aime chez les drag queens se rapproche de ce qui me plaît au Proche-Orient. Les couleurs, les textures, l'extrême féminité des femmes, et grâce à ça, j'ai pu renouer avec des souvenirs de ma mère et m'habiller comme elle. J'ai pu aussi, en quelque sorte, réaliser que j'étais proche de certains points de l'islam. Et donc finalement, être drag queen m'a permis de retomber amoureux d'une communauté qui m'avait rejeté. Vous parlez très librement de vous, de votre quotidien, notamment dans les colonnes de The Independent. C'est un besoin de faire avancer la cause de la communauté LGBT ? Pour les gens qui n'ont pas l'opportunité d'être ouverts d'esprit, peut-être au Moyen-Orient, ou tout simplement qui ont peur de l'être, c'est important qu'ils entendent quelqu'un qui parle librement de sexe, d'identité, de racisme. Car je sais que quand j'étais enfant, j'aurais adoré avoir cette chance, et je ne l'ai pas eue. Et j'ai donc dû me débrouiller tout seul, ce qui est assez effrayant. Donc je sens que j'ai une responsabilité importante, et je dois le faire pour la communauté gay. La Grande-Bretagne est une société plutôt ouverte, mais pourtant, même là-bas, même à Londres, tout n'est pas si facile.
Bien sûr, j'ai de la chance de vivre ici et les choses auraient été plus difficiles pour moi au Moyen-Orient. Mais vous savez, depuis le Brexit, il y a beaucoup de racisme. Une de mes drag queens a été attaquée dans la rue. Il y a beaucoup d'islamophobie. Les gens me voient comme un arabe, par exemple. Et en France, un tiers des homosexuels ont voté pour Marine Le Pen. Donc certains gays sont aussi racistes car ils pensent que les étrangers peuvent remettre en cause certaines libertés fondamentales. Donc vous voyez, ici non plus, ce n'est pas toujours très accueillant. Merci beaucoup Amrou El-Kadi d'avoir été avec nous en direct de Londres. Et puis pour vous voir sur scène, eh bien, il faut se rendre justement au Soho Theatre de Londres pour votre World Tour. Merci, c'est la fin d'Express Orient. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.